Aujourd'hui, ce sera blabla. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Nioul, Christelle-Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce sera un podcast. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que, je vais vous faire un petit retour sur ce que j'ai acheté et vous montrer ce que j'ai tricoté, pourquoi pas, tant qu'on y est. Et aussi, vous le constatez, mon œil est hyper enflammé parce que j'ai eu la stupidité de me griffer l'œil en enlevant une lentille. Et mine de rien, ça fait très mal. Donc j'ai eu du mal à pouvoir lire simplement sur PC et même sur papier quelque chose, tellement mon œil était enflammé. Ça va un peu mieux, c'est encore douloureux, mais ça va mieux. Voilà, le genre de choses stupides que je suis capable de faire, comme me faire une déchirure musculaire en fermant la porte de la salle de bain. Voilà, donc ici, ce sera un podcast parce que j'ai pu tricoter, mais bosser sur un article et des articles un peu plus importants, c'était compliqué, surtout qu'en plus, mine de rien, se blesser à l'œil, ça fait quand même mal et j'avais des sérieux maux de tête. Alors parlons d'abord sortie patron. Pour ne pas parler de ce que j'ai tricoté, je vous avais dit que je sortirais celui-ci la dernière fois. Il y a fait au moins 3 semaines. Honnêtement, j'ai vraiment pas eu le temps de faire le shooting photo, donc le patron il est prêt. Il n'attend qu'une chose, c'est sa sortie. Je vais le sortir incessamment sous peu. J'espère avoir l'œil moins enflammé pour le shooting photo ce week-end. Au moins l'œil qui s'ouvre un peu plus, parce qu'à la limite, la rougeur de l'œil, je peux la retoucher quand je fais des retouches photos, mais avoir un œil à moitié fermé, ça ne va pas le faire. Donc ça va sortir d'ici peu, ce col. Alors c'est vraiment le col, vous utilisez de la Dikké pour la base, et puis vous utilisez un fil fantaisie. Alors ici c'est du mohair, mais vous pouvez tout à fait partir sur les fils peluches ou les fils un peu bizarroïdes que vous avez pour faire cet effet. Donc c'est un col, je rappelle, tout simple, avec des faux bubbles, parce que ce ne sont pas des vrais bubbles. En fait, vous allez avoir des mailles croisées, mais on va faire ça, c'est à l'envers. Et puis, j'ai fait une coulisse pour resserrer au niveau du cou, pour que ce soit bien chaud au niveau du cou. Parce qu'un des problèmes quand on porte un col, c'est souvent il se laisse aller et en fait, ça laisse passer l'air. Voilà, ça c'est un des trucs que mon mari reproche sur les cols, c'est ça. C'est que ça ne serre pas assez le cou, donc j'ai passé une coulisse. Ça, c'est un des patrons qui va sortir, je ne sais pas quand, mais ça va sortir bientôt. Un autre patron qui va sortir juste après le Ch'ti Bazar, ce sont les Reims Socks, celles-ci, qui ont été faites, alors j'ai toujours pas rentré les fils, qui ont été faites avec un fil de Lang Alpaca Sock et un fil de mohair lamé de chez Lang. J'avais été chez Sip & Knit, et j'avais vu ces plots-là, je me suis dit, oh tiens, j'ai envie d'essayer. Donc c'était l'occasion d'essayer, et j'en ai fait une paire de chaussettes. Alors, ces chaussettes-ci, c'est un talon particulier. Il y a une longue tige, et elles sont très chaudes. L'échantillon est tel que vous pourrez aussi la tricoter sans du mohair, en tricotant avec un fil un peu plus épais. Vous pouvez tout à fait les tricoter telles quelles. Mais là, avec le mohair et l'alpaga, ça fait vraiment des chaussettes très chaudes. Alors, le shooting n'est pas encore fait, je n'ai pas rentré les fils, mais c'est sûr et certain, elles sortiront juste après le Ch'ti Bazar, qui a lieu le 9 et 10 novembre. Donc ce sont des chaussettes qui commencent par la pointe, comme toujours. Puis vous allez faire une pointe classique, vous savez, avec des augmentations. Puis on va faire la tige, et puis on travaille le talon en faisant des augmentations au milieu de la semelle, en fait, sur la plante du pied, et non pas sur les côtés, comme la majorité des goussets avec un heel flap. Vous allez faire un talon renforcé, et puis, vous allez faire un long motif de dentelle. Alors, la dentelle, l'avantage, c'est que c'est extensible. Donc, pour les plus gros mollets, vous allez pouvoir l'enfiler sans problème. Donc, j'ai vraiment fait de manière à ce que, elle paraisse étroite comme ça, mais en fait, comme il y a pas mal de dentelle, forcément, ça devient plus extensible. Et puis, de toute façon, je rappelle, les chaussettes, ça se porte avec une aisance négative. Donc, ça, ce sont les Reims Socks qui sortiront le 9 et le 10 novembre, non, juste après le 9 et le 10 novembre de toute façon, et je vous tiendrai informé dans la communauté. Donc si vous n'êtes pas dans la communauté, si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez, vous aurez des news de ce patron qui sortira. Alors c'est pas un patron ultra compliqué, ce n'est pas un patron débutant chaussettes, mais c'est un patron, on va dire, débutant affirmé. La complexité, c'est juste la dentelle, et encore, c'est le panneau à partir d'ici, savoir lire un diagramme. Le reste, franchement, c'est pas la mer à boire. Alors je dis toujours ça, c'est vrai, mais honnêtement,
moi, je vous guide pas à pas, et je vous guide pas à pas au niveau de la taille, quelle taille choisir. La semelle, c'est juste des augmentations, hein, c'est rien de plus. Vous allez faire un peu de rang raccourci. Un talon renforcé, ben, c'est une maille glissée, une maille tricotée. Et puis, c'est la dentelle, quoi, simplement. Et encore, c'est pas une dentelle sur tous les rangs. Donc, c'est pas non plus ultra compliqué à lire. La dentelle, il faut se lancer, ça fait souvent peur, mais je vous conseille quand même de commencer par les diagrammes, parce que les diagrammes sont quand même beaucoup plus simples que le texte. Moi, personnellement, le texte, c'est un frein pour moi, hein, parce qu'en fait, les textes, c'est un gros pâté, et je trouve ça illisible. Donc, dans les patrons, je prévois une partie texte, une partie diagramme, mais je trouve que essayer de se mettre au diagramme, sauf vraiment quand on a des gros problèmes de visualisation, eh bien, ça vous aide, parce que ça vous aide à voir le motif, en fait. Quand on apprend à lire le diagramme, en fait, on voit les motifs se former, et on voit beaucoup plus vite quand on lit un diagramme, si on fait des erreurs, que quand on lit le texte. Donc ça, c'est les rinsox. Autre patron qui va sortir, alors je ne vous le montre pas. Et si vous regardez, il y a plein de textures. Ce patron, je ne vous dis pas ce que c'est, je ne dis pas qui c'est, mais c'est une collaboration avec une designer. Donc cette fois-ci, j'ai ma casquette de créateur de laine et non pas de designer, avec ce patron qui sortira pour le Ch'ti Bazar. La designer ne l'a pas fait dans ce coloris-ci. Moi, j'ai demandé qu'une sample knitter, merci Sandrine, me le fasse en coloris cru, j'aurai des kits. Donc, c'est un patron pour mettre vraiment en avant le fait que la laine Pérégrine est vraiment une laine qui permet la texture et qui est vraiment faite pour qu'on voit très bien la texture. Donc ça, vous pouvez choisir de n'importe quelle couleur, en fait, pas des variés pour le coup. Il vaut mieux prendre des unis et vous aurez un très joli, je ne dis pas quoi, pour ce kit. Donc vous le découvrirez, j'en parlerai dans la semaine, parce que là on est mercredi. J'en parle mercredi ou jeudi, je ne sais plus. J'en parlerai dans la semaine, juste avant le Ch'ti Bazar, puisque le patron sort le samedi pour le Ch'ti Bazar. Et vous aurez des kits sur mon stand. Il y en aura après en vente, mais c'est l'occasion d'essayer Pérégrine et de voir à quel point ce fil fonctionne très 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 bien avec les torsades, avec les points texturés, même avec la dentelle. C'est vraiment un fil qui se porte très très bien avec des motifs. Il ressort bien, si vous voulez. J'ai fait travailler le rotor de telle manière à ce qu'on ait vraiment un super rendu au niveau de la torsade et au niveau de tout ce qui est texture. Donc ce patron-là, je le répète, je ne fais que vous teaser là. Pas question de vous taquiner, vous montrer, je ne vous dis pas ce que c'est parce que je ne peux pas encore vous dire ce que c'est, juste vous voyez que c'est blanc, c'est tout. Et c'est pour ça que je ne m'attarde pas trop devant la caméra avec. Alors petit point Pérégrine, point laine batch 3, la laine est partie à la filature. Elle doit être en cours de filage actuellement, et donc on va passer au stade de la couleur. Donc j'espère, touchons du bois, hein, je touche du bois, que je l'aurai au moins la fin de l'année, alors c'est optimiste dire fin de l'année, début de l'année prochaine. Donc pour les premiers salons que je tiendrai en février, j'aurai normalement les nouvelles couleurs de Pérégrine. On va voir un peu ce que ça donne cette fois-ci, parce que le fil était plus long, et enfin la fibre était plus longue, donc normalement j'aurai un peu plus de rebondis. J'ai demandé un peu plus de rebondis, on va voir comment le résultat final. Vous savez, c'est vraiment une question de... On tune en fait, hein. C'est vraiment de la précision mathématique et technique d'avoir un fil qui est suffisamment retordu ou pas. Et donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. J'étais déjà très satisfaite de cette version-ci. On va voir ce que ça va donner à la version 3, d'autant plus que la longueur de fibre pour le batch 2 est de 6 cm. Ici, on est à 9 cm de longueur de fibre, donc c'est vraiment très bien. Par contre, j'ai eu plus de déperdition sur le peignage. Il y avait à mon avis, quelques toisons qui étaient plus courtes que les autres, donc c'est parti au peignage. Ça, c'est un des inconvénients de peigner la laine, c'est que toutes les fibres plus courtes ne rentrent pas dans le ruban et vous perdez. Là, j'ai perdu 22% au lieu de 10%. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, maintenant je récupérerai probablement les balles. Je ne suis pas certaine parce que ça fait quand même 80 kg de fil de bourre. Je ne sais pas. Je pensais en récupérer pour vous proposer ça pour la bourre, mais 80 kg. Vous imaginez pas le volume, c'est quand même très conséquent. Donc, à réfléchir si je les garde ou pas, d'autant plus que je n'ai pas encore d'entrepôt. Il va falloir que j'y envisage, parce que franchement,
Je stocke ça dans mon salon, mon mari va pas être content. 80 kilos de bourre, c'est très volumineux. Imaginez un peu la bourre que vous pouvez acheter pour pouvoir bourrer les doudous. Il y a quoi? 200-300 grammes. En général, on a souvent des paquets assez gros comme ça. 500 grammes, ça fait ça. Imaginez 80 kilos, ce que ça peut faire en volume. La laine, c'est moins volumineux. La laine, enfin, filet, c'est moins volumineux. Mais de la bourre, en plus, ça a pris de l'air, hein, ça a été lavé et tout. C'est même compacté, hein, je peux vous assurer que ça tient de la place. Donc voilà. Donc on en est là au niveau de Pérégrine. Je vais envoyer les coloris parce que mes coloris sont décidés. Je ne vous en dis pas plus. Là, je vous les ferai découvrir dans une prochaine vidéo parce que forcément, moi, j'envoie mes idées de coloris et on travaille avec ceux qui travaillent à la colorimétrie dans l'entreprise. Et moi, j'accepte ou j'accepte pas. On peaufine les couleurs, donc je ne vais pas vous montrer des couleurs qui ne seront pas réelles maintenant. Alors, j'ai une question qui m'a été posée sur le prix de mes laines. Alors, le prix de ma laine, il y a des gens qui ont trouvé ça cher, forcément, toujours des personnes qui trouvent ça cher, mais je suis transparente, j'en ai parlé dans la vidéo sur Pérégrine. Ma laine, elle est à ce prix-là parce qu'en fait, je veux rémunérer les personnes qui travaillent avec moi de manière correcte. C'est-à-dire que par rapport à certaines coopératives où ils peuvent travailler en très grosse quantité, je pense, alors en travaillant et respectant les gens, hein, mais ils peuvent baisser leur prix parce qu'il faut savoir que, moi je paye des hommes, des personnes, enfin des hommes, des femmes, hein, qui viennent trier avec moi, alors soit en nature, soit en argent. Je me paye moi-même, enfin je compte dans le prix les chevaux le temps que moi j'y passe, même si je ne me paye pas, parce que mine de rien je suis sur le terrain. Quand je vais sur une tonne de 450 moutons, je suis immobilisée pendant 2 jours à ne pas pouvoir designer, à ne pas pouvoir vendre, juste à trier de la laine. Donc quand on parle d'une tonne, 2 tonnes, 3 tonnes, vous pensez bien que là on est sur 4, 6, 8 jours, donc forcément ça impacte le prix de la laine. Je paye l'éleveuse à un prix décent parce que je ne veux pas acheter la laine à un prix qui n'est pas correct. Donc j'achète la laine à un prix tout à fait décent, qui est 6 fois supérieur au prix que les Chinois achètent la laine et que les négociants en laine achètent de la laine tout venant, qui n'est pas du mérinos. Donc 6 fois supérieur. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait que, comme je n'ai pas de très gros tonnage, moins vous avez de quantité en industrie, plus vous payez cher. Ils doivent mettre les machines en route, qu'ils lavent 1 tonne, 2 tonnes, 5 tonnes, ça revient à plus ou moins la même chose. Ils utilisent un peu plus d'eau, mais ils n'utilisent pas beaucoup plus d'électricité, ils ne mettent pas plus de temps, etc., etc., quand ils lavent 5 tonnes ou 1 tonne. Donc vous pensez bien que quand moi j'arrive avec mes 900 kilos, forcément je vais payer le prix cher. Donc je paye plus cher le lavage que je ne payerais si j'avais 5 tonnes. Idem pour la mise en ruban. Je paye plus cher la mise en ruban que si j'arrivais avec 5 tonnes. Je paye plus cher la filature que si j'arrivais avec 5 tonnes. Voilà, vous voyez un peu, donc ça multiplie les coûts, que je n'ai pas encore trouvé moyen de compresser, mine de rien. Et donc, aussi, je veux travailler avec des entreprises françaises qui sont soumises aux mêmes lois du travail qu'en France, que n'importe quelle personne européenne. Je paye les gens, donc forcément plus cher. C'est le problème de la main-d'œuvre, vous le savez. La main-d'œuvre en Europe est plus chère que la main-d'œuvre en Chine, mais ça, c'est une volonté de ma part. Donc forcément, ça a un impact sur le prix des écheveaux et j'ai une marge qui me revient pour pouvoir réinvestir dans ma laine au batch suivant, parce que pour le moment, je ne me rémunère pas. Il faut le savoir. Je ne me rémunère pas, toujours pas. Donc actuellement, je suis transparente. Hein, tout ce que je gagne et qui est en bénéfice est réinjecté dans de la laine quand j'ai du bénéfice. Parce que vu que j'ai eu droit à des inondations, 2, le Covid, 3, des problèmes de comptable, eh bien vous imaginez bien que tout ça, ça a un impact sur le chiffre d'affaires. Je suis très transparente à ce niveau-là, et donc forcément, les entreprises, ça me met quand même du temps à démarrer. Donc pour le moment, je ne vis pas de ma laine. Je vis de mon design, mais pas de ma laine. Donc voilà actuellement où j'en suis et ce qui justifie le prix de la laine par rapport à un mérinos que vous allez trouver classiquement sur le marché, où on m'a déjà fait la réflexion, mais comment est-ce qu'il est possible qu'un mérinos soit moins cher que votre laine? Alors que ce n'est pas du mérinos. Mais le mérinos, il est fabriqué, il est acheté, il est fait dans des tonnages
monstrueux hein, en Australie, donc vous pensez bien qu'ils peuvent baisser les prix. Fait pas nécessairement laver, etc., etc. en Australie, ça va peut-être laver en Chine, j'en sais rien, je ne sais pas, je vous dis ça comme ça, donc forcément ça casse les prix. Et puis, ils prennent peut-être pas autant de temps de trier les laines que moi, par exemple, vous voyez. Donc, il y a des mérinos qui sont très chers et des mérinos qui sont moins chers. C'est le prix de l'offre et de la demande, forcément. Quand vous avez une laine qui est plus rare, elle va être plus chère et ce n'est pas lié à la douceur. Donc voilà un peu où on en est et pourquoi je voulais mettre au point le prix de mes laines, parce que mes laines en couleur basique sont à un prix 21-22 euros, mais forcément les teinturières, moi aussi je veux rémunérer la teinturière qui travaille avec moi de manière correcte, parce que ça me paraît normal de la rémunérer de manière correcte, et donc ça augmente le prix, parce qu'il y a le travail de teinture en plus dessus. Alors, après ce petit point-là, je vais vous montrer ce que j'ai tricoté. Depuis la dernière fois que j'ai fait un podcast, je pense qu'il y a 5 semaines, 4-5 semaines, j'ai fini les chaussettes Imelda, donc les hautes chaussettes que je vous montre ici, qui sont les chaussettes que j'ai fait en collaboration avec Vulcan Yarn pour Lyon. Donc, c'était des chaussettes pour Halloween très hautes. Et j'avais la petite version qui est celle-ci, qui a été tricotée par Virginie, parce que je ne savais pas faire deux choses en même temps. Donc ça, c'est la petite version, c'est ce que vous trouvez dans le patron. Donc une version socket, une version chaussette haute. Donc j'ai terminé ma deuxième chaussette Imelda. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh bien, j'ai voulu, parce que je me suis rendu compte que sur les salons, souvent, vous vous demandez à quoi ça ressemble, les variés, qu'est-ce que vous avez comme idée? Alors moi, je ne fais pas des coloris qui sont reproductibles, et je me vois mal casser un écheveau pour pouvoir faire un petit carré qui ne va servir à rien. Par contre, ce que j'ai voulu faire, c'est faire une pièce crocheté pour le coup, parce que ça permettait aussi de voir ce que donnait le crochet sur Pérégrine, sur un coloris qui est le coloris Magellan, eh bien ça donne ceci. Voilà, alors j'ai utilisé juste un écheveau. Normalement le patron prévoit 2 écheveaux, ou 3, mais moi je me suis dit 15 c'était déjà pas mal. Alors quand on regarde, je sais le mettre autour du cou avec un seul écheveau. Alors c'est juste un, mais bon, on pourrait envisager de faire comme ça, voilà, et je sais le mettre autour du cou. Alors, ceci, c'est du crochet. Le crochet est un peu plus gourmand que le tricot. On a, vous voyez, alors, on a ici, que j'essaye de vous faire le focus, on a des motifs, le motif est quand même facile au crochet. Vous avez des rangs de mailles serrées que vous allez travailler par l'arrière du brin, et vous avez un motif de coquille, ici, que vous travaillez sur 2 rangs. Donc c'est vraiment répétitif et donc vous pouvez tout à fait envisager de faire ce motif-là en calculant parce qu'il faut faire attention comment se placent les motifs. Normalement, le nombre de mailles ne change pas au début du rang de coquille, donc c'est toujours la même chose. Si vous respectez bien le nombre de rangs qu'il y a entre chaque rang de coquille, eh bien vous pouvez aller jusqu'au bout de votre laine si vous avez envie. Donc moi, c'est pour ça que je me suis arrêtée à 2 écheveaux. Et un écheveau, pas 2, et que je me suis arrêtée là, et je me suis dit que c'était sympa. J'ai même pas encore rentré les fils. Et ça, c'est le coloris Magellan, et je trouve que ça donne un super rendu pour qu'on ait une idée de ce que donne c'est drôle, j'ai un reflet blanc, j'ai l'impression d'avoir un reflet blanc dans la laine, alors qu'il n'y a pas de reflet blanc, mais bon, bref. Je vais peut-être l'approcher. À mon avis, c'est l'effet des lumières. Donc, qu'est-ce que je disais? Vous avez une idée ainsi de ce que donne un varié sur Pérégrine, au crochet ou en texture, parce que ça va donner plus ou moins la même chose en texture. Donc j'avais fait une vidéo sur comment utiliser les variés. Les variés, vous pouvez en tirer parti quand vous utilisez plein de textures différentes, ou en petit empiècement et ce genre de choses. Donc les variés, c'est intéressant de les mélanger avec quelque chose d'autre et de pas de se dire, oh là là, ça va faire des grands aplats de couleurs. Vous pouvez faire du jersey avec, rien ne vous empêche, mais en jouant avec les textures, vous allez changer la dynamique du fil, vous allez changer le placement des couleurs et donc vous pouvez avoir des résultats très sympas comme celui-ci. Voilà. Et vous voyez, la texture se voit très bien, donc c'est vraiment quelque chose de sympa. Moi, j'ai beaucoup eu plaisir à crocheter ce petit châle-là, qui est le châle Escape d'Elena Fedotova. Ce patron-ci, vous le trouvez sur Ravelry. Je vous le mets ici, je vous le mets ici en dessous. Donc j'ai utilisé juste j'y arriverai, un écheveau, et j'ai utilisé un crochet 3,5 pour le faire. J'aurais pu prendre un 4 ou un 3, je ne sais pas si ça existe, 3,75 en crochet, ou un 4 mm pour avoir un peu plus d'aisance, parce que mine de rien, comme le fil est très rebondi, vous voyez,
il a tendance à revenir à sa place. Donc j'aurais peut-être pu dégauger un petit peu plus, mais bon, je ne suis pas une grande experte en crochet, donc je me suis dit que j'allais partir, et j'ai pas fait d'échantillon, je vous l'avoue, j'allais partir sur ce qu'elle préconisait, et vous voyez, il revient à sa place, hein, parce que je vous le dis, hein, la pérégrine, elle a vraiment une tonicité qui fait qu'il revient à sa place. Mais c'est pas mal, c'est déjà bien comme ça, de toute façon. C'est surtout pour montrer sur le stand, pour que vous ayez une idée à quoi vous attendre avec un varié. Alors j'ai plusieurs variés de couleurs différentes, mais ça va se comporter plus ou moins de la même manière pour la collection nébuleuse. Donc vous avez la façon dont les couleurs se sont réparties sur les écheveaux. Il faudra faire un travail cérébral. Ici il y a du bleu, il y a du mauve, mais il y en a où il y a de l'orange. Et il faut réfléchir que ça va donner ça aussi. Donc je ne vais pas casser systématiquement un écheveau pour pouvoir vous le tricoter et vous le montrer. Donc ça c'est Escape. C'est ce que j'ai crocheté récemment. Je me suis arrêtée là parce qu'en plus le crochet ça me donne mal. Et là pour le moment ça me donne mal jusque quasiment ici en dessous du sein. Donc je me suis dit qu'il fallait que je me le calme avec le crochet. Donc je n'ai fait qu'un écheveau. Et puis j'avais envie que de faire un écheveau. Je vous avoue. Parce que c'est tellement répétitif qu'à partir d'un certain moment, moi j'en ai eu très vite marre. Donc je me suis arrêtée là. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je suis allée à Namur et ça fait un petit temps que j'avais l'intention de faire des chaussettes de Noël et j'avais des écheveaux dans mon stock et puis je me suis dit, voilà. Et j'ai vu Catherine et tout compte fait, on s'est arrangé pour faire une collaboration. Il y aura une collaboration qui va sortir avec une paire de chaussettes de Noël. Je vous les montre parce que je les ai terminées hier, donc elles sont encore sèches sur les bloqueurs à chaussettes. Alors, je les ai mis sur les bloqueurs à chaussettes. Je ne bloque jamais mes chaussettes sur des bloqueurs à chaussettes pour qu'elles gardent la forme. Donc ici, c'est vraiment pour vous les présenter parce que sinon, elles ne sont pas très jolies. En plus, elles sont un peu particulières, ces chaussettes. C'est du jacquard. Il y a un peu plus d'aisance ici, si vous regardez. Mais moi, j'ai un très fort coup de pied. Donc, comme j'ai un très fort coup de pied, j'ai utilisé des aiguilles de 75 pour faire la tige, de 25 pour la pointe, mais vous pouvez tout à fait utiliser des aiguilles de 22,5 pour faire la tige, la semelle plutôt. Et j'ai vraiment été très très souple dans la façon de faire suivre mes fils. Et puis pour la tige, alors celui-là j'ai tenté le leatherback à partir de là. Là j'ai fait le leatherback à partir d'ici. Donc ici j'ai fait suivre le fil et là j'ai fait du leatherback. Alors je vous montre. Alors le talon est un peu particulier parce qu'en fait je l'ai fait en bicolore et par rapport à un talon après coup on a vraiment le talon qui englobe et qui est bicolore. Ici il y a juste la partie du talon renforcé qui est en bicolore, mais c'est la même construction que les Rinsox, c'est la même construction que les Imelda. Et donc j'ai fait du leatherback knitting pour que mon pied puisse passer. Donc vous voyez, on a vraiment c'est élargi ici parce que je me suis arrangée pour tricoter assez souple parce que sinon mon pied ne passe pas. Voilà, c'est la réalité. J'ai un fort coup de pied, c'est comme ça. Alors j'ai quelqu'un qui dans mon groupe Discord a dit qu'elle avait des pieds de hobbit. Moi, c'est pas tout à fait ça, mais pas loin. Hein, donc, il faut vraiment faire attention à la façon dont on fait suivre le fil en jacquard, parce que c'est pas extensible, le jacquard, et donc les chaussettes, ça peut être problématique. Donc, vous voyez, j'ai fait mon jacquard classique en étant très souple, ici. Donc, j'ai un peu moins tiré les fils que d'habitude. Donc, ma tension, et regardez, hein, on n'est pas dans l'extensibilité énorme. Et puis, j'ai fait du leatherback knitting. Alors, j'ai dit que je ferais une vidéo sur le sujet. Le leatherback knitting, ça vous permet d'avoir un filet. Parce que si vous regardez, vous avez un filet ici qui permet de pouvoir, en fait, avoir... Alors, j'essaye de trouver un endroit où... Voilà, vous voyez, on crée un filet, en fait. Ça vous permet de créer une maille en plus. À l'arrière, je l'ai déjà dit, hein, ça. À l'arrière, on la tricote à l'envers, un peu comme du double knitting. Ça permet de cacher la maille, mais vous avez plus de mailles et ça vous permet d'avoir plus d'extensibilité sur la tige. Parce que souvent, ça coince, c'est là que ça coince. Quand on passe, une fois que... Donc moi j'ai mon talon qui est ici, qui a été fait, et puis au moment où on rejoint le talon après coup, parce qu'il se travaille à plat, pas le talon après coup, mais le talon renforcé, c'est ici que ça coince et que ça passe pas. Donc c'est vraiment important d'être très souple. Alors moi ici j'ai eu l'occasion de tomber sur mon motif, j'avais des rangs à l'endroit qui faisaient que j'ai travaillé à l'endroit et j'ai travaillé qu'avec une seule couleur. Et puis après je suis partie sur mon leatherback knitting pour pouvoir bien passer mon pied. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire si vous avez un pied normal, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des aiguilles de 75, c'est un modèle qui s'adapte en fonction des pieds, hein, de toute façon. Et donc on a... les sapins, on a
le Père Noël, là, avec un renne. Alors, j'en ai pas fait plusieurs parce qu'il n'y avait pas la place pour. Et puis, vous avez surtout, parce que j'aime bien les surprises, un renne sur le talon, c'est Rudolph. Et donc les chaussettes s'appellent Rudolph. Ce sera un patron qui sera en kit disponible mi-décembre avec Madeleine et Philibert. J'ai utilisé 3 couleurs. Alors la couleur rouge c'est Paloma, celle-là je pense que c'est du Blin. Je ne suis plus certaine, hein. C'est une couleur irlandaise, je ne sais plus le nom de la couleur. Et le clair c'est une couleur un peu mouchetée. Je pense que Catherine vous proposera une couleur un peu blanche. Plus blanche que ça, parce qu'il faut que ça ressorte. Et puis si vous avez envie de les faire dans d'autres couleurs, vous pouvez tout à fait les faire dans d'autres couleurs. Il faut juste environ, que je calcule, 80 grammes de plot, de fil, parce que c'est du jacquard et donc ça consomme plus que des chaussettes normales, forcément, puisqu'on double le fil. Et donc il faut 80 grammes, il faut 40 de blanc, 40 de rouge, 22 de blanc et 20 grammes, moins 20 grammes, 17 grammes pour la taille 2 de vert. Alors, vous pouvez jouer, hein, mettre plus de rouge au-dessus, enfin, voilà, vous pouvez jouer avec la pointe, avec les couleurs, pour pouvoir dire si vous êtes un peu juste, si vous faites la taille 3, parce qu'il y aura 3 tailles, de placer les couleurs que vous avez envie. Hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre la répartition des couleurs de manière stricto sensu, hein. Vous n'êtes pas obligé à ça. Si vous avez envie de faire les sapins en vert, rien ne vous empêche de les faire en vert. Donc voilà, ça c'est le patron Rudolph. Et bah, c'est tout ce que je voulais dire, qui sortira avec Madeleine et Philibert pour Noël. C'est l'occasion de faire ça. Alors j'ai eu quelqu'un qui m'a suggéré de transformer une chaussette, c'est Marouine qui m'a parlé de ça, si c'était faisable de le faire en chaussette de Noël. Parce que oui, ça pourrait être une chaussette de Noël à pendre pour Noël. Pourquoi pas, hein? Voilà, pour s'amuser, en fil plus épais. Donc ça, je suis dans ma période chaussettes, vous l'aurez remarqué, hein. La 3e paire que je design en peu de temps. J'en ai une autre déjà en tête pour après les fêtes. Oui, je sais, je suis dans ma phase chaussettes. Il y a des phases comme ça où je tricote des châles, où je tricote des chaussettes, où je tricote des bonnets. Alors les bonnets moins, ça m'arrive rarement de faire des bonnets, mais j'ai vraiment mes phases où je design plus quelque chose que d'autres. Voilà pour ce que j'ai tricoté. Alors, il n'y a rien d'autre, voilà. En 5 semaines, c'est franchement pas grand-chose, hein. Une paire de chaussettes, ceci, et terminer une chaussette Imelda, c'est quand même pas énorme, mais vu que j'ai eu 2 salons, eh bien, pendant les 2 salons, je bobine mes écheveaux, c'est moi-même qui les bobine les écheveaux, les étiqueter, réimprimer des patrons et ce genre de choses, j'avais pas l'occasion de tricoter. Retour sur les salons. D'abord, ce que j'ai acheté en laine, ce que j'ai acheté en matériel. Donc, retour sur les 2 derniers salons. Donc, d'abord, j'ai fait Lyon. Deuxièmement, j'ai fait Namur. Je les ai fait coup sur coup. Alors, un, c'est le grand salon style CSF, et l'autre, c'est un petit salon super sympa, où on n'était pas certain d'avoir du monde. C'était la première fois qu'il y avait un salon en Belgique. C'est pas tout à fait la première fois, mais il y avait eu un salon, mais axé plutôt laine comme matériel à Cours-Saint-Étienne juste avant, où là, on était plus sur du feutre et des choses comme ça. C'était pas tellement axé tricot-crochet. Et donc, ça a été un des premiers salons. Et bien, de manière surprenante, il y a eu beaucoup de monde à Namur, beaucoup de monde qui se sont attardés. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire celui de Namur, ça a été une très jolie surprise, franchement. C'était vraiment très 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 sympa ce salon. Lyon, c'est beaucoup plus, c'est grand, c'est... Enfin voilà quoi, 150 exposants, et le rapport n'est pas le même. Donc personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir, beaucoup plus de plaisir à faire celui de Namur que celui de Lyon, parce que moi j'aime bien échanger avec les gens, et c'est pas facilement, quelquefois faisable dans des gros salons où il y a énormément de monde. En plus, face à mon stand, il y avait quand même pas mal de bouchons, parce que en face de moi, il y avait quelqu'un qui débordait, et donc forcément ça réduisait l'allée, et donc ça faisait des bouchons. Quand il y a des bouchons, les gens ne s'arrêtent pas, etc. Donc voilà. C'est différent, mais donc j'ai quand même eu plaisir à vous rencontrer à Lyon. J'ai quand même eu beaucoup de plaisir à voir les gens qui sont venus me voir, qui ont parlé, qui ont acheté de la laine, posé des questions, etc. Mais le rapport n'est pas le même, évidemment
À Namur, c'était différent. Alors, il faut savoir quand même que je donnais cours samedi matin et mon mari s'est trompé, il a dit 13h30 alors que c'était 13h. Je terminais à 13h30 et il avait dit 13h. Et donc, ils ont eu une ruée de monde. En général, j'essaye de ne plus avoir des ateliers le samedi matin parce que souvent, ben, les gens viennent et donc il y a eu énormément de monde le samedi matin. C'était, voilà, c'est surprenant pour un tout petit salon à quel point il y a eu du monde le samedi matin. Ils ont été un peu débordés tous les deux parce qu'en plus, ben, ils étaient que tous les deux. Donc franchement, voilà. Mais ça s'est super bien passé. On a passé beaucoup de plaisir. On a fait un super chouette resto. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc l'organisatrice, si elle m'entend, franchement, c'était très chouette. J'espère qu'il y aura une deuxième édition. Hein, voilà. Et j'y participerai avec plaisir. Voilà, si ça se présente. Donc, chouette, chouette, chouette salon, chouette de vous revoir, chouette moment, bon moment de partager avec les exposants, avec les participants, avec les bénévoles qui sont très sympas. Donc voilà, on a passé un bon moment. Et donc là, maintenant, je pars sur mon dernier salon de l'année qui va être le Ch'ti Bazar, le 9 et 10 novembre. Je sais bien que ça va être un chouette moment parce que c'est pas la première fois que je le fais. Donc le 9 et 10 novembre à Villeneuve-d'Ascq, à la Maillerie. Je ne donne pas d'atelier au Ch'ti Bazar, mais j'espère vous y rencontrer de nombreux. J'aurai Pérégrine, j'aurai un nouveau patron qui sort en collaboration de toute façon. Donc ça, c'est le retour général des salons. Et puis j'ai acheté de la laine. Ça faisait longtemps que j'avais dit que je n'achèterais plus de la laine. Je me suis très très fortement modérée cette année, à part les laines qu'on m'offre, que je reçois ou que pour collab, hein, parce que bah, voilà, ça c'est plus business on va dire. Mais voilà, j'ai quand même reçu pas mal de laine. J'ai quand même acheté pas mal de laine. Je suis revenue avec 14 écheveaux. Donc je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Il y a des collabs, donc il y a déjà les chaussettes que vous avez vues. Il y a les 3 écheveaux de Madeleine et Philibert en 3 couleurs qui seront une collab. Donc là, il me reste des fonds déjà. Donc c'est déjà ça. Hein. J'ai déjà entamé ce que j'ai pas encore stocké. Parce que je ne les ai même pas stockés. Je les ai mis directement sur mon bureau pour les travailler. Donc il me reste un peu, il doit me rester 38 grammes du rouge, 2 grammes, 3 grammes du vert et je ne sais plus combien, peut-être 30 grammes ou 25 grammes du blanc. Donc je les passerai dans autre chose. Mais donc voilà, ça c'est déjà fait. Je n'ai pas besoin de vous les remontrer, les couleurs, puisque je les remonte quand même. Hein. Donc Paloma. Celui-là, je pense qu'il n'a pas de nom en fait. C'était un kit chaussettes. Et puis celui-là, je pense que c'est Dublin. Et donc, bah, voilà, ça tombait bien. Hein. C'est les couleurs qui fonctionnent très bien pour Noël. Forcément. Hein. Vous voyez ces couleurs-là, vous pensez Noël. Ça me paraît clair. C'est de la Big Sock, c'est-à-dire 75 mérino, 25% nylon. Donc de la Big Sock pour la grosse et sock. Je pense que Big, en fait, c'est parce que c'est... je suis pas sûre. Madeleine, Catherine, tu préciseras si c'est le cas. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une différence de diamètre. Je pense que c'est parce que c'est une question de conditionnement. Donc un, c'était un kit 50-20 et l'autre, c'est un gros écheveau de 100 grammes. Donc voilà. Voilà, je pense que c'est pour ça que c'est Big Sock et Sock. Mais je pense que la composition est absolument la même. Et on est sur 400 mètres au 100 grammes avec celle-ci. Autre petite chose qui va venir, et je ne vous dirai pas quoi, mais j'ai déjà une idée, c'est ceci. Voilà. Alors ça, c'est Tricot et Stitch, qui était en face de moi. Ça a été une pénitence, ça a été une souffrance d'avoir Cristal en face de moi. Pendant tout le salon, je ne voulais qu'une chose. J'ai flashé sur des couleurs que je n'ai pas achetées, en fait. Je suis partie sur une idée, j'avais une couleur, je ne sais plus ce que c'est comme couleur, je crois que c'est fall, qui me tapait dans l'œil. Et pour finir, je suis partie sur autre chose. Parce que voilà. Mais donc, ça, c'est son ultra extra fine fingering. Donc, c'est du Mérinos Super Wash. 85% Mérinos Super Wash et 15% nylon. 400 mètres au 100 grammes. Ça, c'est le coloris Witchy Woman. Ça, c'est le coloris Réveillon. Et ça, c'est le coloris Spell. Donc ça, c'est exactement... Ce sera une collab aussi. Je ne vous dis pas encore quoi. Vous le découvrirez. Mais ça, c'est Tricot et Stitch. J'ai craqué sur ça aussi. Alors ça, c'est un atelier dans la cour. Et c'est le coloris golden pour celui-ci. Alors, je
je suis passée plusieurs fois devant son stand et je ne sais pas pourquoi, mais le coloris m'a attirée. Alors que je ne suis pas jaune, je ne suis pas ocre, mais bon, voilà, allez savoir pourquoi quelque chose m'attire à un moment donné ou autre. Donc ça, c'est golden, ça c'est pécan et ça c'est oignon. Ça c'est une teinture végétale. Donc le mini ici, c'est de la teinture végétale, oignon. Et donc on a un combo ici. En fait, c'est un combo pour faire un châle qui s'appelle Land Art. Je pense qu'il n'est pas sur Ravelry, ce patron-ci. C'est un patron, c'est un châle semi-circulaire avec des bubbles et on joue un peu avec bubbles et cette slub yarn, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle de la slub yarn. C'est un fil, on fait ça en fait quand on file. Le slub, comment est-ce qu'on fait? On a un fil de cœur, on va filer 2 fils, hein. On va filer deux brins, on a le fil qui est régulier, et un fil, ou alors on utilise un fil industriel, et on a un autre fil qu'on va travailler en jouant sur la torsion. Et donc on va avoir, si vous regardez bien ici, vous avez vraiment comme des petits frisottis sur un fil de cœur, et puis à un certain moment vous allez pousser pour faire des coils. Alors ça, c'est en industriel, hein, mais on fait ça comme ça, en fait, en filage. Moi, c'est un truc que j'adorais faire quand je filais, j'ai plus le temps, mais j'adorais faire ça, et ça, c'est sympa, en fait. Et donc ça, c'est de la slub yarn, c'est 90% extra mérino extra fin et 10% nylon. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du mérinos, et ça, c'est du mérinos aussi, donc tout est super wash, mais c'est vraiment la couleur qui m'a plu, et pour c'est un châle, c'est pas grave que ce soit en super wash, ça m'a surtout tapé dans l'œil au niveau du combo de couleurs, donc ce châle, il est en 3 couleurs, et je regarde parce que j'ai le patron devant moi, il fait 2,20 m, je vous mets une photo ici, parce que je ne pense pas, je ne l'ai pas trouvé sur Ravelry, ou alors j'ai mal cherché, mais ça me permettra de faire ça. Ça, c'est vraiment un tricot zéro cerveau. Alors, c'est pas zéro cerveau, on est bien d'accord, mais moi, ça me permet de ne pas réfléchir à extrapoler ce genre de choses, parce que quand je fais un châle et que je design, je réfléchis au placement des couleurs, comment enfin voilà, les placements des augmentations et tout ça. Ici, c'est simplement tricoter. Donc, pour moi, c'est zéro cerveau. On va dire zéro cerveau design à ce niveau-là. Donc ça, je le ferai quand j'aurai envie, parce que j'avais beaucoup aimé le combo. Le châle me semblait sympa. J'aime bien les bubbles, donc voilà, tant qu'à faire, on va jouer avec ça. Et que dire de plus pour le patron? Donc ça c'est un kit, hein, donc c'est un châle demi-lune, Land Art, je pense qu'il est qu'en français ce châle. Voilà, il est disponible en kit chez Atelier dans la Cour, je l'ai payé 61 €, le kit, avec le patron. Donc voilà, pour celui-ci, ça c'est un craquage irraisonné, mais c'est pas grave. Je ferai un cadeau ou je le garderai pour moi. Autre couleur, ceci. Alors ça, c'est un troc que j'ai fait avec ma copine Maureen. Un troc pourquoi? Parce que elle va faire le châle ombelle que j'ai fait en pérégrine et mohair de Chambord. Elle va le faire avec de la pérégrine et du suri. Et moi, j'ai dit que je referais une version avec mon mousse, donc ma coloris mousse, et un fil à Stellina qui n'est pas du mohair. Ainsi, vous aurez une idée de ce que ça peut donner avec 2 fils identiques, avec 2 fils fingering, donc avec 2 fils de poils de mouton, qui ne sont pas à halo, donc ici il y a des paillettes en plus, mais pourquoi pas, parce qu'en fait la couleur me parlait énormément, et donc je referai ce châle-ci avec ces coloris-ci, avec mon coloris mousse, pour avoir quelque chose de sympa, pour vous présenter un ombelle qui soit pas un ombelle poilu, mais un ombelle qui n'est pas poilu. Voilà. Et ça, c'est de la stock Stellina, donc 75% mérinos superwash, 20% nylon, 5% de Stellina argenté, et c'est le coloris Aurora Borealis. Je ne sais pas ce que j'ai avec le vert pour le moment, mais que je n'aime pas, hein, mais j'adore ce coloris, je le trouve magnifique. Franchement, j'aime beaucoup ce coloris-ci, et je trouve qu'avec mousse, ça va fonctionner du tonnerre. Donc voilà pour un prochain patron, le ombelle, que je tricoterai quand j'aurai le temps, mais ça, c'est un troc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire d'ici peu. Quand, je sais pas, hein, on verra, parce que j'ai encore des designs à faire. Et puis pour terminer, alors vous me voyez disparaître, j'ai pas résisté à ça. Alors ça, c'est de l'alpaga sock. J'ai tricoté l'alpaga sock de Lang pour faire les rince socks. Et puis je me suis dit, ah, ce serait sympa hein, de me faire aussi
une paire de chaussettes hautes en alpaga sock et Maureen, elle en avait. Et donc, au départ, j'étais partie sur ce combo-ci. Qu'est-ce qui me passe par la tête, vous allez me dire voilà. J'étais partie pour m'acheter un écheveau. Et puis, il y a un deuxième qui s'est présenté à moi. Et puis, un troisième s'est présenté à moi. Donc, j'ai 3 écheveaux de fil à chaussettes, alpaga. Donc, c'est 60% mérinos, 20% alpaga, 20% nylon. Et donc, ça, c'est pour me faire une paire de chaussettes. Il y a du halo. On va voir ce que ça va donner. C'est sympa. Le fil est assez gonflant. On verra. Voilà, ils vont tous les 3 ensemble. C'est pas pour faire un châle, c'est pour faire des chaussettes. On verra quand je les utiliserai. Hein. Ça, c'est vraiment un plaisir purement égoïste, purement coup de cœur que je me fais. On va dire, en fait, là-dedans, il n'y a pas tant de ça. Hein. Il y en a un que j'ai acheté, dont je ne savais pas quoi faire. Donc ça. Le châle, le reste, c'est pour le travail, on va dire. Hein. Voilà. Donc voilà les 3 écheveaux jolis que je vais mettre dans mon stock, que je n'ai toujours pas rangé. Mais qu'est-ce commence à déborder? Pourtant, qu'est-ce que j'ai tricoté et qu'est-ce que j'ai peu acheté cette année? Mais ça n'empêche que mes caisses commencent à déborder, donc il est temps d'accélérer le rythme au niveau tricot pour pouvoir faire de la place. Et pour terminer, j'ai acheté 14 pelotes de ceci. Alors, j'avais regardé, je vous en avais parlé dans le dernier podcast, de la coton mérino. Ma belle-sœur a accouché, elle allait, et j'ai eu la proposition pour regarder de la coton light de chez Drops. Mais le fil était un peu trop fin à mon goût, même si dans le patron, il est référencé 21 mailles fingering, je trouvais que c'était trop dégaugé. Donc je suis partie sur celle-ci, que j'avais beaucoup aimé pour faire un top pour ma fille. Avec l'étiquette en endroit, ça ira mieux. Donc c'est de la coton mérino de chez Drops. Et donc, j'aime beaucoup cette laine-ci, parce que je trouve qu'elle a une chouette tenue. En plus, là, c'est le cas où j'utilise de la superwash. Sa fille régurgite énormément. Donc voilà, elle régurgite beaucoup, franchement, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, elle régurgite beaucoup. Donc ça risque d'être lavé régulièrement, c'est pas des grands aficionados de la laine, donc il faut que ce soit facile d'entretien. Donc je me dis coton mérino, ça fonctionne très bien. Bleu foncé, parce qu'en fait elle aime beaucoup le bleu, donc j'ai pris du bleu foncé. Je vous montre le patron. En fait, le patron, c'est le Nursing Poncho, c'est un patron de chez Pierrot. Pierrot, c'est une marque japonaise de laine. Eux, ils préconisent de la Pierrot Yarn Marshmallow Coton. Donc, ils proposaient du coton pur. Moi, je préfère partir avec un mélange. Et le patron, quand on regarde, il est gratuit, le patron. Se résume à, je pense, 1 page ou 2 pages, à tout casser. On a un schéma, on vous explique comment tricoter, et ça s'arrête là. Seulement, ça manque un peu de spécificité, et quand j'ai regardé les modèles, il s'avère qu'il y en a qui sont quand même très lâches. Donc, il n'y a pas de rang raccourci, donc je vais rajouter des rangs raccourcis. Il est tricoté à plat, il est tricoté, donc on tricote un pan devant qui se boutonne, et puis on finit par l'empiècement au-dessus. Et le col, en fait, est très évasé, est trop évasé, en fait, parce qu'il n'est pas travaillé. Donc, je vais revoir le patron, je vais rajouter des rangs raccourcis, je pense que je vais faire un col roulé. Je vais voir un peu au niveau échantillon, ils disent 21 mailles, celle-ci, si j'ai bon souvenir, j'étais à 22-23, et j'ai envie de changer le motif, donc en fait, je vais faire tout à fait différent, mais je ne sortirai pas le patron parce que je n'ai pas envie, tout simplement, j'ai envie de me faire plaisir, donc, et pas commencer à m'amuser à faire des extrapolations. Donc ça va être un poncho pour ma belle-sœur, qui sera une pièce unique, avec un empiècement, avec des torsades au-dessus, et probablement un col roulé pour terminer. J'ai commandé 14 pelotes, je pense que j'ai commandé trop, mais bon, je préférerais être sûre pour le coup que de ne pas avoir assez. Parce qu'ils préconisent, si j'ai bon souvenir, entre 1446 et 1447 mètres. Pourquoi 1 mètre de différence? Allez savoir. Mais 1450 mètres en tout. Il y a, je ne sais plus combien de mètres par pelote, je crois que c'est 110 il me semble. Je regarde, oui, 110 mètres. Donc 110 mètres, 14 pelotes, je me suis dit que je tombais bien. Voilà, ma belle-sœur n'est pas très grande, elle n'est pas aussi grande que moi, mais il n'empêche quand même que valait mieux prévoir le coup que de se retrouver avec un bain différent, surtout dans le bleu foncé. Donc ça va être le Nursing Poncho que je vais mettre tout de suite sur mes aiguilles parce que j'ai vraiment envie de faire du tricot plaisir pour le moment. J'ai terminé un peu beaucoup de choses. J'ai un patron à mettre sur mes aiguilles pour essayer de le sortir début 2025, mais j'ai envie de faire quelque chose qui me fait faire plaisir tricot là pour le moment, parce que voilà.
je patine dans la semoule. Ça va être le dernier salon. Ça va être bientôt le gift along. J'ai envie de me faire plaisir et donc là, je vais mettre ça directement sur mes aiguilles. Maintenant que j'ai fini mes chaussettes et que le patron est presque écrit, il part en test. On va s'accorder une petite semaine de tricot plaisir et des paperasseries à côté, hein, parce qu'il y a des paperasseries à faire à côté. Mais voilà, donc mon temps tricot va s'accorder pour ça. Et puis, je passerai à un nouveau patron. Donc voilà ce qui va être sur mes aiguilles d'ici peu. Donc ça, c'est tout ce que j'ai acheté en laine, les 2 derniers salons. En fait, acheté, troqué, ou que j'ai reçu, parce que je suis transparente, pour pouvoir faire des designs. Et pour terminer, alors j'avais l'impression que cette vidéo serait courte, mais je pense pas en fait. Voilà, parce que je parle beaucoup. Pas pour ne rien dire, mais je parle beaucoup. J'ai acheté ça. Alors, ça a fait beaucoup rire Maureen parce que j'ai toujours dit que c'était le genre de bidule dont je ne me servirais pas. Mais il y a un Vegvezir dessus. Le Vegvezir, c'est la boussole spirituelle islandaise. Alors, c'est le genre de pièce qui se met comme ceci. Enfin, vous allez insérer cette tige-là. Vous achetez, tout est séparé. Hein. Donc, vous avez, je vais essayer de le démonter, pas fait de boulettes. Voilà, vous avez la base, la tige, et puis vous allez choisir le bracelet. Alors, c'est moitié bois et moitié, c'est pas du plastique. Je ne sais plus ce que c'est. Le mari de Maureen m'a déjà dit, mais en fait c'est un produit recyclable qui ressemble à du plastique, mais c'est pas du plastique. Donc ça, c'est la boussole islandaise. J'ai un tatouage avec la boussole islandaise, donc je ne pouvais pas passer à côté. C'est violet, je ne pouvais pas passer à côté. Et j'ai pris le bracelet à côté aussi. Donc ça, c'est pour me faire plaisir, et en fait, ça fonctionne. C'est vrai que j'ai toujours dit que c'est le genre de choses dont je ne me servirais pas, et en fait, si. Voilà. Quand on marche, c'est intéressant de mettre ce genre de choses. Ça vous permet de mettre ça, surtout quand je tricote des chaussettes, et d'avoir une pelote, pas, plutôt parce que moi, j'ai un sac à projet que je mets autour de mon poignet. Mais le problème du sac à projet, c'est que ma pelote, elle a tendance à sauter hors de mon sac à projet. Donc quand je tricote dans les transports en commun, quand je vais à Bruxelles par exemple, eh bien c'est embêtant. Donc ça c'est vraiment chouette pour les transports en commun. Alors à la maison je m'en sers pas, hein, ça me paraît clair. Mais par contre dès qu'on marche ou dès que je suis quelque part, je mets ma pelote ici. Alors pour le jacquard ça fonctionne pas, j'ai essayé, ça fonctionne pas du tout. Mais quand vous avez une seule pelote, ça fonctionne très bien et ça évite que la pelote ne s'échappe. Déjà rien que ça. Et en le portant ainsi, vous avez votre tricot en main. Et vous mettez tout dans un petit sac après, et ça permet de garder une pelote intègre qui ne va pas rouler, tomber, s'échapper, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir une pelote qui s'échappe dans la mer Baltique, en Suède, et mon fils qui court après pour la récupérer. Donc voilà, ça c'est le genre de choses qui évite ce genre de bêtises, hein, parce que bon, hein, j'en ai déjà fait moi, hein. J'ai déjà des pelotes qui se sont retrouvées en sortant de la voiture, qui tombent à terre, ce genre de choses. Donc bah voilà, hein. Assurons-nous un peu de sécurité, même si j'ai un sac à côté maintenant que j'utilise pour que bon, tout reste compacté. Mais ça, c'est sympa. Voilà. Donc ça, c'est un nomade de chez Vulcaniard, qu'elle avait en vente chez Vulcaniard. Et c'est... Voilà. On verra à l'usage ce que ça va donner, mais je suis convaincue, on va dire. Allez, 80%. Je suis convaincue. Et parce que l'usage n'a pas été très long, hein, depuis Lyon, vous pensez bien. Et donc, voilà, en matériel ce que j'ai acheté. Et puis, j'ai acheté ceci en livre. Alors, ce n'est pas un livre de tricot. C'est un livre sur le tricot. C'est ceci, c'est le cercle des tricoteuses. Alors, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Alors, ce livre, il a été recommandé. C'est vraiment sur l'histoire de quelqu'un qui a vécu une expérience traumatique et qui rejoint un café tricot, en fait, dans un magasin. Et en fait, on partage un peu, c'est le partage de vie. C'est ce qu'on vit quand on fait des cafés tricot. Donc voilà, c'est un livre qui m'a... Quand j'ai fait des recherches, en fait, il a été conseillé parce que je vais vous faire une conférence, je ne vous dirai pas pourquoi, et je ne dirai pas sur quoi, au mois de février, vous le découvrirez. Mais donc, je suis en train de bosser sur cette conférence, et donc ça fait partie des choses que je lis. C'est pas un article, c'est pas de la science, mais c'est le genre de témoignage qui est très sympa, parce que la personne qui a écrit ça, évidemment, sait qu'elle a déjà fait des cafés tricot. Donc, c'est le genre de témoignage qu'on a lorsqu'on parle de vie communautaire au tricot. Et puis, rien à voir avec le tricot, mais vous comprendrez le thème. Il y a ceci que j'ai acheté, parmi d'autres, hein, parce que c'est pas le seul. Donc c'est l'occasion de parler de
Voilà, sans être trop dans les détails, sans trop détailler, ça va être le sujet de l'année prochaine. Voilà, celui-ci. J'ai acheté, alors je l'ai en version digitale, mais pas celui de Silvia Federici, j'ai Caliban et la sorcière. En fait, ça parle de féminisme, hein, et de femmes et de la place de la femme dans la société avec le capitalisme et ce genre de choses. Donc, Caliban et la sorcière, que j'ai acheté en version papier, qui va bientôt arriver parce que je l'ai en version PDF, mais j'ai énormément de mal à lire en PDF parce que c'est de la littérature qui n'est pas légère. Et puis, il y a ceci, qui est un peu plus radical, mais je me dis que c'est intéressant à lire. Parce qu'en plus, ma fille fait son travail de fin d'études, enfin de terminale en fait. Elle a un travail à faire en terminale parce qu'elle est en histoire, elle a un travail sur l'autoritarisme et elle va parler de l'esclavage et de, le racisme en fait, l'esclavage et aussi le sexisme par l'intermédiaire de Tituba, qui est celle qui a été déclencheuse des événements à Salem et donc des chasses aux sorcières à Salem, et donc elle fait son travail là-dessus. Et donc voilà, on s'échange la littérature, et donc ça c'est ce que j'ai acheté. Il y en aura d'autres, je vous montrerai d'autres patrons, d'autres livres sur le tricot et ce genre de choses, parce que le tricot c'est un art, c'est un artisanat, et ça suit un peu l'histoire de l'homme et de la femme, en fait. Et donc, c'est intéressant de connaître un peu la place d'un art qui a été considéré souvent comme mineur, comme le crochet, hein, comme la broderie, et quel impact ça a eu sur notre vie sociétale, notre vie communautaire, sur la politique et ce genre de choses. Donc, voilà un peu mon travail du moment pour l'année prochaine. Alors, je crois que j'en ai terminé. Oui, je vous ai tout montré, j'ai tout dit. Je rappelle, je suis au Ch'ti Bazar la semaine prochaine, samedi et dimanche. J'aurai un nouveau patron, j'aurai de la pérégrine nébuleuse. Que vous dire de plus? Ben, ça va être le gift long, mais ça j'en reparlerai d'ici peu. Le gift long va commencer le 21 novembre, si j'ai mon souvenir, donc d'ici vraiment pas longtemps. Hein. Le gift long, j'ai fait une vidéo sur le sujet, c'est vraiment quelque chose qui tourne autour des cadeaux de Noël, alors auto-cadeaux ou cadeaux de Noël, et du travail des designers indépendants. Donc c'est une promotion. D'abord, c'est une semaine de promotion avec X. En général, on est entre 250 et 300 designers qui proposent des patrons tricot, crochet, tricot tunisien. Et on les offre à 25% sur une sélection de patrons. Donc vous avez une grande offre de patrons. C'est l'occasion de découvrir plein de designers différents. Mais c'est pas que ça, c'est aussi un gros forum sur Ravelry où on partage, il y a des lots à gagner, etc. etc. Alors c'est très anglophone, hein. Malgré tout, moi j'en parle beaucoup, ça fait des années que je modère cet événement-là. Il y a de plus en plus de francophones, mais si vous ne parlez pas du tout anglais, ça va être très problématique pour vous, ça va être compliqué. Voilà. Vous pouvez participer et juste poster votre projet, du moment que vous respectez les règles de la communauté, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, on ne vous demande pas de blablater, mais il faut savoir qu'il y a plein de fils différents parce que c'est vraiment un événement tournant autour de Noël, autant de la nouvelle année, autour du don et autour du travail des designers indépendants. Donc ça, c'est vraiment l'événement, le gift long que je vais modérer ici dans les 6 dernières semaines de l'année. Donc voilà pour la fin de l'année, il n'y aura plus de salons jusqu'à la fin de l'année. Moi, j'ai des salons en février. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo de podcast qui aura lieu probablement au mois de décembre. Je parlerai des événements auxquels je participe. Il y aura des événements en février, il y en aura en mars, il y en aura en avril, il y en aura en mai et il y en aura en juin. Donc, je ne vais pas être plus dans le détail. J'ai mon téléphone qui sonne à ce moment-là, évidemment. Hein. Donc, je ne vais pas vraiment plus dans le détail au niveau des événements, mais sachez que j'aurai beaucoup d'événements. Donc, je vais pas mal designer dans les semaines qui viennent pour pouvoir vous proposer des designs quand je suis en salon, parce que je ne sais pas tricoter et entrer en salon. Je ne suis pas encore douée d'ubiquité, en fait. Ça ne m'est pas encore arrivé. C'est un talent que je n'ai pas. Donc, il faut que je design pendant les moments de creux pour pouvoir vous proposer des choses pendant que je suis en plein rush salon. Donc, février, ça va être très intense. Mars aussi, même avril, mai, juin, un peu moins. Mais donc, voilà pour les 6 prochains mois. Il y aura pas mal d'événements. Je vais pas mal sillonner la France. Alors, je ne descends pas dans le sud, malheureusement. Je suis désolée. Cette fois-ci, je ne descends pas dans le sud, mais voilà, je serai entre l'Est et le Nord de la France, en tout cas, dans les 6 prochains mois.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup blablaté aujourd'hui, énormément blablaté, plus pour vous montrer un peu ce que j'ai tricoté, etc. Je n'ai pas préparé du tout ma vidéo. On se retrouve samedi prochain. J'espère avoir le temps de faire une vidéo qui soit une vidéo informative la semaine prochaine. Sinon, je ne sais pas ce que je vais faire et ce que je vais vous proposer. Une sélection de patrons peut-être. Voilà, on se retrouve samedi prochain. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, à mettre un j'aime, à mettre des commentaires, ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube. On arrive bientôt à 13 000 abonnés. Voilà, ça avance tout doucement, gentiment, hein, ça avance, mais je pense que de plus en plus la communauté grandit et on se retrouve samedi prochain.